Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tourisme, développement et capital humain, un modèle simple à deux secteurs. Emmanuel Augereaudveron, Université de La Rochelle, LMA. augereau@univ-lr.fr. Laurent Augier, Université de La Rochelle, LMA. laugier@univ-lr.fr. Introduction. Le boom dans le secteur du tourisme et ses conséquences sur le développement marque l'actualité économique récente des pays émergents et en développement. L'insertion des économies dans le commerce international favorise la croissance économique fondée sur le secteur du tourisme. Sur la période 1990 à 2000, le nombre d'arrivées de touristes dans les pays de l'OCDE est en progression de 39%, les dépenses par touriste, en valeur absolue, augmentent de 64,3%. Le trait est encore plus marqué pour les pays en développement où les taux avoisinent 94,4% pour le nombre d'arrivées et de 132,9% pour les dépenses. Les pays les moins avancés sont aussi affectés puisqu'ils enregistrent un taux de 78,8% pour les arrivées et un taux de 154,1% dans le poste des dépenses des touristes. À l'échelle mondiale et pour l'année 2004, le tourisme représente 10,4% du produit intérieur brut, PIB, 9,4% des investissements en capital et 12,2% des exportations de biens et services. Cette part est encore plus importante dans les pays en développement. Par exemple, pour l'année 1999, la part du tourisme est égale à 16,1% du PIB pour la Tunisie, 22% pour la Jordanie et 23% pour la République dominicaine. Sur le plan de la politique économique de court et moyen terme, le développement du secteur du tourisme est un volet important de la lutte contre le chômage. Une qualification faible de la main-d'œuvre conjuguée à un niveau de productivité peu élevé du travail réduit le chômage. En outre, le tourisme favorise aussi l'accumulation des devises. Enfin, l'investissement dans le tourisme obéit à une stratégie d'aménagement du territoire qui fixe la population à l'extérieur des villes et des complexes urbains saturés. Les revenus du tourisme constituent un complément important pour la population travaillant dans l'agriculture. Cette source de revenus est souvent l'unique moyen de maintenir l'activité agricole, où la concurrence est de plus en plus forte avec l'ouverture des marchés. La littérature sur le tourisme est souvent reliée aux recherches en économie internationale. Les conséquences du tourisme sur une économie sont notamment abordées à partir d'éléments de la théorie du syndrome hollandais. Les auteurs étudient notamment les déséquilibres cumulatifs entre les secteurs traditionnels et celui du tourisme dans un cadre statique. Chao et Ali, 2004, Novak, 1998, Azari et Esgro, 1995. Dans ce travail, nous étudions les interdépendances entre un secteur du tourisme, un secteur produisant un bien servant à la consommation-production et l'éducation sur la dynamique de la formation du capital humain. Depuis la contribution d'Uzawa, 1965, le rôle de l'éducation sur l'efficacité du travail est devenu un élément central dans la détermination du taux de croissance de long terme. Les effets positifs de l'éducation à l'échelle de la société sont au cœur des nouvelles théories de la croissance et du développement. Aghion et Howitt, 1998, Azariadis et Drazen, 1990, Lucas, 1988. Dans cette perspective, nous étudions le tourisme dans un modèle à génération d'agents à la Haley Diamond. Il s'agit de caractériser les interactions entre le secteur du tourisme et la formation du capital humain. Nous montrons dans une économie à deux secteurs comment une part importante de la main-d'œuvre dans le secteur du tourisme peut contrecarrer les effets bénéfiques de la formation du capital humain dans le secteur industriel. À long terme, le secteur du tourisme ne peut être seulement un moyen de réduction du chômage. Le développement de ce secteur doit être accompagné par un investissement dans un système de formation performant, permettant à la main-d'œuvre de ce secteur de pouvoir migrer vers d'autres secteurs ou d'autres fonctions économiques. Cette contribution est organisée de la façon suivante. Dans une première partie, nous présentons la modélisation de l'économie avec le secteur du tourisme. Nous caractérisons ensuite les propriétés de l'équilibre économique,
avant d'évaluer l'effet du secteur du tourisme sur la croissance. 1. Développement économique et tourisme. L'économie est définie à partir de deux biens et deux secteurs dans un modèle à génération d'agents. Le secteur industriel produit un bien de consommation-production, et le secteur du tourisme produit des services. Le secteur industriel est indexé par la lettre I, et le secteur du tourisme par la lettre T. Chaque génération vit deux périodes. Soit n la population née à la date T, le taux de croissance noté n est supposé constant, nt plus 1 égale 1 plus n, nd. La taille de la population travaillant dans les deux secteurs est fixe. L'absence de mobilité du travail entre les deux secteurs résulte de la demande de travail qualifié dans le secteur de l'industrie. La part constante de la population du secteur I est notée taux. On notera la population du secteur de l'industrie avec la relation. La population du secteur T, notée à la période T, est définie par la relation suivante. Après avoir présenté le cadre général, les paragraphes suivants décrivent plus en détail les comportements des agents et les propriétés de l'équilibre et de la dynamique économique. 2. Les choix des consommateurs des deux secteurs. On suppose que l'agent représentatif du secteur I travaille sur la première période de vie et arbitre entre le temps consacré à l'éducation et l'offre de travail. Sur le plan de l'éducation, on admet que seuls les agents jeunes du secteur I peuvent investir dans l'éducation grâce à un revenu du travail relativement plus élevé. La totalité du revenu du travail de la première période est épargnée. En deuxième période, l'offre de travail de l'agent est inélastique. Enfin, il consomme la totalité de son revenu issu de l'épargne et du travail. La dotation initiale en heures est supposée égale à 1. Soit UT, la part des heures allouées dans l'éducation, il vient, avec UT élément de 0, 1. L'épargne SF est rémunérée au taux d'intérêt anticipé, RT plus 1, en vigueur sur le marché du capital de la période future. Une partie du revenu de la deuxième période est égale à l'épargne multipliée par le facteur d'intérêt, avec. L'évolution du niveau de l'éducation noté A est régie par la dynamique suivante. Le niveau de la période T plus 1, AT plus 1, dépend à la fois du niveau courant AT hérité de la période précédente et du temps alloué dans l'éducation par l'agent, UT, à la période T. Cette dynamique peut prendre de nombreuses formes. Dans cette étude, nous utilisons une dynamique en temps discret inspirée d'Azariadis et Drazen, 1990. 1. Phi UT plus grand que 0, Phi UT plus petit que 0, T 0. L'augmentation du temps alloué dans l'éducation augmente le niveau d'éducation de la période future. Le rendement de l'éducation est décroissant puisque le taux de croissance de A décline avec l'accroissement de UT. Si la population de la jeune génération d'agents dans le secteur I n'investit pas dans l'éducation, le niveau est alors stationnaire. AT plus 1 égale AT, Phi 0 égale 1. Dans la suite, l'étude de la dynamique sera réalisée à partir de la fonction suivante, Phi UT égale 1 plus UTM gamma, avec gamma élément de 0,1 et m plus grand que 0. Sur le plan microéconomique, nous supposons que le comportement du consommateur représentatif est défini à partir d'une fonction d'utilité logarithmique. La fonction d'utilité a une forme particulière puisque l'agent tire une utilité marginale positive de l'offre de travail et une désutilité marginale en investissant dans l'éducation. Cette relation entre l'éducation et le travail n'est pas standard, mais elle peut être justifiée dans le contexte particulier des systèmes éducatifs et de formation des pays en développement. Cet aspect est relevé par des économistes spécialistes du développement économique, comme W. A. Lewis, 1955. Les agents ne sont pas incités à investir dans l'éducation, car les revenus tirés de ce type de placement sont souvent inférieurs au coût de l'investissement. Each family solved these problems for itself, buying as much education from private teachers as it could afford. The decisions made were incorrect, erring presumably on the side of under-evaluating education. In such communities the demand for education is extremely small, in relation to the population as a whole. Page 184. Ces éléments sont toujours d'actualité si l'on se réfère au rapport de la Banque mondiale de 1995 sur l'éducation et la formation.
Il ressort notamment que les acteurs économiques, comme les entreprises et les ménages, ne sont pas incités à investir dans l'éducation et la formation. Du point de vue des entreprises, la valorisation des investissements dans l'éducation par les agents n'est pas prioritaire. In the best case, employers train workers as quickly as possible for existing jobs. Page 7. Les agents rencontrent souvent des difficultés pour financer des études longues coûteuses par rapport à des rendements insuffisants. Finding wage employment is difficult in countries where the modern sector of the economy is small and growing slowly, creating few new jobs relative to the numbers of young people entering the labor market with post-primary education or training. Page 28. Compte tenu de ces barrières, l'agent représentatif valorise l'offre de travail au détriment de l'investissement dans l'éducation. Enfin, les bénéfices tirés des investissements par les agents dans l'éducation à l'échelle de la société ne sont pas directement perçus par l'employeur et les employés. En résumé, le programme du consommateur du secteur I permet de définir l'offre d'épargne, sain, la demande du bien et la part du temps disponible alloué dans l'éducation UT. L'agent représentatif forme des anticipations parfaites. Le programme du consommateur s'écrit sous les contraintes. On montre dans l'annexe 0 qu'il existe au moins une solution optimale notée. Si de plus phi U plus petit que 0,16 est vérifié, alors la solution est unique. Le temps optimal consacré à l'éducation satisfait l'équation O plus bu gamma égale C. Avec les notations. Afin de simplifier les calculs, nous poserons nu micro égale 1. La part optimale du temps alloué dans l'éducation s'écrit L'offre totale de travail efficace dans le secteur I est composée de l'offre de travail endogène des jeunes et de l'offre de travail inélastique des anciens. Le capital humain offert du secteur I à la période T s'écrit. Compte tenu de la dynamique de la population, on obtient 3. Après avoir présenté les choix du consommateur du secteur I, nous pouvons étudier les choix des consommateurs du secteur du tourisme. Dans de nombreux pays émergents ou en développement, ce secteur est doté d'une main-d'œuvre abondante, possédant un faible niveau de formation. Les agents de ce secteur ont un niveau de consommation contraint par des salaires relativement bas. On suppose que les agents du secteur du tourisme n'ont pas accès à l'éducation. Les revenus relativement faibles justifient l'absence d'une épargne productive significative des agents du secteur du tourisme. Enfin, les agents travaillent sur les deux périodes en offrant une quantité fixe de travail. L'offre totale de travail des agents des deux générations du secteur T à la période T s'écrit 4. À l'équilibre, les consommations d'un agent s'écrivent. On remarque que les agents héritent à chaque période d'une partie ou de la totalité du niveau de formation de la génération née à la période précédente. Le degré d'héritage est formalisé par le paramètre epsilon. 3. Description des deux secteurs productifs de l'économie. La production de chaque secteur est caractérisée par une technologie spécifique. Le secteur I est considéré comme le plus avancé et les facteurs de production, le travail et le capital, sont parfaitement substituables. Le secteur du tourisme moins avancé sur le plan technologique dans les pays émergents ou en développement, produit des services à partir d'une main-d'œuvre à la fois abondante et peu qualifiée. En outre, le capital de ce secteur est supposé fixe et son montant est déterminé par le reste du monde sous la forme d'investissements directs. En d'autres termes, le travail est le seul facteur de production endogène entrant dans la fonction de production. Compte tenu de ces éléments, nous supposons que la fonction de production est linéaire par rapport à l'offre de travail efficace du secteur T, soit la production du secteur du tourisme à la période T. La fonction de production s'écrit 5. Les paramètres A et T désignent respectivement un facteur d'échelle et le capital fixe. La répartition des revenus est définie par les propriétaires du capital fixe, et le solde correspond à la rémunération du travail. La définition de la fonction de production du secteur I est plus standard. La dépréciation du capital physique est totale, delta 1 égale 1. Les rendements d'échelle sont constants. On suppose qu'il existe une substitution parfaite entre les facteurs de production, le capital, et l'offre de travail efficace,
et on modélise la production par une fonction de type Cobb-Douglas. 6. La production du secteur du bien de consommation est exprimée en termes d'unités de travail efficaces, à l'équilibre du producteur. Les rémunérations du travail et du capital sont égales à leur productivité marginale en concurrence pure et parfaite. 7a. Avec le taux de salaire réel du secteur I soit le taux de rendement réel du capital physique dans le secteur I, l'équilibre du producteur permet d'obtenir la relation suivante. 7b. Sur le marché compétitif des prêts, la relation suivante est vérifiée 27. Cette égalité permet d'écrire. Compte tenu de l'hypothèse de dépréciation totale du capital physique du secteur I, on obtient 4. Équilibre et déséquilibre sur les marchés. L'équilibre économique général est calculé à partir du marché du travail de chaque secteur et du marché des biens et services. L'hypothèse de l'indépendance entre les marchés du travail de chaque secteur a une conséquence importante dans le calcul de l'équilibre général. Le modèle standard à deux secteurs est construit sur l'hypothèse de la péréquation des taux de salaire. Cette propriété permet d'exprimer l'équilibre en termes de prix relatifs, Gallor, 1992. En outre, les variations du prix relatif commandent la répartition de la force de travail entre les deux secteurs. Sur un plan technique, l'indépendance des marchés du travail signifie que la résolution de notre modèle ne peut être réalisée à partir du prix relatif. L'annexe 4 présente l'évolution de l'économie, en précisant le rôle du prix relatif dans la dynamique. La rigidité du marché du travail du secteur T et la demande exogène de tourisme international engendrent des situations de déséquilibre potentiel avec notamment l'apparition du chômage d'une partie de la force de travail du secteur du tourisme. Ce mécanisme est renforcé par l'indépendance entre les deux marchés du travail des deux secteurs, en raison de l'absence de mobilité de la main-d'œuvre entre les secteurs. En outre, l'augmentation de l'offre de travail efficace due à l'externalité sur l'éducation accroît la possibilité d'un déséquilibre sur le marché du tourisme. L'offre conditionnée par l'externalité est souvent différente de la demande définie par la demande internationale. Dès lors, les fluctuations de la demande de tourisme sont amorties par l'émergence de déséquilibres sur le marché du travail du secteur T par exemple. L'insuffisance de la demande de tourisme provoque un chômage involontaire pour une partie de la force de travail du secteur T. Ce point peut être développé à partir de la présentation de l'ensemble des marchés de l'économie. Sur le marché des biens et services, l'équilibre macroéconomique est écrit en supposant que les échanges extérieurs sont équilibrés. Les exportations du secteur du tourisme sont égales aux importations. L'équilibre s'écrit. Les variables désignent respectivement la consommation de la jeune génération du secteur T, la consommation de l'ancienne génération du secteur T, la consommation de l'ancienne génération du secteur I, l'épargne de la jeune génération du secteur I, la production du secteur I rapportée à l'ensemble de la population et le prix relatif à la date. L'annexe 4 présente la structure dynamique de l'économie en fonction du prix relatif. On vérifie que pour chaque niveau de prix relatif donné, la dynamique de l'économie est bien définie. Seul le marché du tourisme est ouvert puisque la production du secteur T est intégralement consommée par la demande en provenance du reste du monde, notez. Dès lors, les agents du secteur du tourisme ne peuvent échanger leur production contre des biens domestiques. Le marché est tel que la demande internationale est égale à l'offre totale. Le capital du secteur du tourisme est totalement financé par le reste du monde. Les agents du secteur du tourisme n'épargnent pas en raison de leurs revenus du travail, relativement bas. L'épargne des jeunes du secteur I finance uniquement le capital physique de la période suivante du secteur. Le marché du travail du tourisme est particulier dans la mesure où seules les quantités s'ajustent. Il résulte de cette propriété que l'équilibre entre l'offre et la demande est peu probable. À l'équilibre, l'offre de travail est égale à la demande de travail. L'examen de la relation d'équilibre sur le marché du travail révèle la présence de rigidité. Nous supposons que l'ajustement entre l'offre et la demande est réalisé au prix d'un chômage pour une partie de la population travaillant dans le tourisme. Nous notons un taux T, la part de la population employée dans le secteur du tourisme à la période T. La variable un taux T est définie par
8. Lorsqu'un taux est plus petit que un taux, la demande internationale de tourisme est insuffisante par rapport à l'offre. Ce déséquilibre provoque le chômage d'une partie de la population des agents du secteur T. En revanche, la demande internationale peut être excédentaire par rapport à l'offre de travail. Un mécanisme de rationnement est observé si aucune régulation n'est mise en place, confère Benassi, 1984. Paradoxalement, la croissance continue de la production du secteur du tourisme grâce à l'héritage de la connaissance des générations précédentes peut engendrer une offre excédentaire par rapport à la demande. En d'autres termes, le plein emploi des agents du secteur T est plus probable avec un faible niveau de qualification. La rigidité sur le marché du travail provoque donc clairement un conflit entre le niveau d'éducation et le plein emploi dans le secteur tourisme. Le fonctionnement marché du travail du secteur du bien de consommation est standard. La variation du taux de salaire réel assure l'équilibre entre l'offre et la demande de travail. Enfin, les agents du secteur I travaillent pendant la deuxième période de vie en raison du niveau de développement faible de l'économie. Sur le marché de l'éducation, l'équilibre est particulier puisque l'offre du système éducatif s'ajuste automatiquement à la demande des agents du secteur de consommation. En d'autres termes, le modèle est construit sur un système éducatif sans coût de production spécifique. Cette hypothèse constitue une simplification assez forte au regard des études de la Banque mondiale, 1995, sur l'éducation. 5. La dynamique de l'éducation et trappe de sous-éducation. En utilisant les conditions d'équilibre sur le marché du capital et sur le marché de l'éducation, on obtient, confère Annexe 1, la dynamique sur le temps consacré à l'éducation. Cette dynamique est donnée par le niveau de l'éducation de la période future T+1 dépend du niveau atteint à la période courante en T. L'étude de la fonction gamma dans l'annexe 2 montre que la dynamique de U peut avoir 0, 1 ou 2 états stationnaires. On remarque que le nombre des équilibres est très sensible aux variations des paramètres de la technologie de la production et du capital humain. Les configurations de la technologie et des préférences des agents ne permettent pas toujours d'obtenir une solution. Dans le cas où deux états stationnaires, U1 et U2, existent, figure 3, le niveau d'éducation stationnaire relativement bas U1 est localement stable. Tout niveau initial d'éducation dans le voisinage de ce point converge vers le niveau stationnaire U1. En outre, la convergence de la séquence du niveau d'éducation n'est pas monotone. Le deuxième état stationnaire relativement élevé U2 est instable. En d'autres termes, si le niveau initial d'éducation est supérieur à l'équilibre élevé, UO plus grand que U2, les agents investissent à terme tout leur temps disponible dans l'éducation, IEU égale 1. En revanche, si le niveau initial est inférieur à l'état élevé, UO plus petit que U2, la dynamique converge vers l'état relativement bas. Le taux de croissance est alors bloqué dans une trappe de sous-éducation, dans la mesure où l'économie ne valorise pas pleinement son potentiel de croissance en atteignant l'équilibre relativement élevé. Figure 3. Point fixe U1 égale 0,2 et U2 égale 0,44 de l'investissement dans l'éducation, confère Annexe 2. La trappe de sous-éducation existe en raison du faible niveau de l'éducation. Lorsque la part de la population employée dans le secteur du tourisme est importante, l'investissement dans l'éducation des agents est relativement bas et l'impact de l'externalité sur la croissance de long terme est faible. Cette propriété d'échelle est bien connue depuis les travaux d'Arrow, 1952. La taille de la population concernée par l'apprentissage donne de facto un avantage aux pays disposant d'une main-d'œuvre de travail importante. Mais dans notre cas, la situation est plus compliquée, car l'effet à la Arrow dépend de la part de la population embauchée dans le secteur I. Cette part affecte directement la rémunération du travail qualifié et l'incitation des agents du secteur I à investir. En général, l'équilibre relativement élevé ne peut être atteint sans une intervention extérieure au marché. L'État peut inciter les agents à investir dans l'éducation afin de sortir l'économie de la trappe, sous-éducation. En d'autres termes, le niveau initial de la connaissance des agents, AT, est une variable clé dans le choix d'investissement dans l'éducation.
Un faible niveau initial n'incite pas les agents du secteur I à investir, mais cette situation favorise dans un même temps l'équilibre de plein emploi sur le marché du travail du tourisme, confère Relations, 10. Sur ce plan, les fluctuations exogènes de la demande internationale de tourisme et l'absence de substitution dans la production du secteur T sont des causes majeures du chômage de la main-d'œuvre dans le secteur du tourisme. En outre, la dynamique de l'éducation peut être complexe. Nous présentons dans l'annexe 3 une situation où la dynamique est cyclique. Le nombre de cycles est variable en fonction de la valeur des paramètres modélisant le savoir-faire des agents, M, et la technologie, alpha. À cet égard, la trappe de sous-éducation définie dans le modèle est sensiblement différente de la trappe de sous-développement exposée par Azariadis et Drazen, 1990. Conclusion. Cette contribution montre les nombreuses interactions entre le développement du secteur du tourisme, la dynamique du capital humain et le taux de croissance d'une économie. Nous montrons les limites de la croissance fondée sur le secteur du tourisme. En l'absence de mobilité de la main-d'œuvre entre les secteurs, le développement du secteur du tourisme limite les effets positifs de l'externalité, engendrés par la formation du capital humain. Dans un cas particulier d'une économie d'un pays en voie de développement, où les agents privilégient le travail par rapport à l'investissement dans l'éducation, nous montrons que la croissance économique peut être bloquée à long terme dans une trappe de sous-éducation. Le secteur du tourisme évince une partie de l'investissement dans l'éducation et réduit les effets de l'externalité positive engendrée par la formation du capital. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.